Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer un véritable caméléon de la scène, Marc Andreini. Né à Liège en 1967, il a cofondé le duo comique culte Les Indésirables, avec plus de 2000 représentations à travers la francophonie. Ancien gymnaste passionné, il mêle avec virtuosité théâtre physique, improvisation et caméra cachée, sans oublier ses formations en langage corporel. Dans cette interview, il partage ses origines de son aventure avec Les Indésirables, comment le mouvement sculpte son art, quelques pépites d'anecdotes à ne pas manquer. Prépare-toi pour un moment vif, drôle et inspirant, avec un artiste qui respire l'énergie à chaque mot. Installe-toi, ça commence maintenant. Et bonjour Marc. Ah ben voilà. Comment ça va? Ben, je vais bien. En pleine forme? Je vais bien, oui. Je te remercie. Je remercie aussi toutes les personnes qui vont regarder cette interview d'ailleurs. Eh bien Marc, dis-nous un peu, Oui. Où es-tu né? Où as-tu grandi? Ah, alors je suis né à Ougré. Alors on est vraiment dans la région de Serein. Les Hauts-Fourneaux, tout ça. Chouette endroit, surtout pour les frères d'Ardennes. Je suis né en 1967. Oui, ça fait mal. Et j'ai grandi avec une famille très aimante, des gens sympas, des gens bien, à Boncel. Voilà, mes parents habitaient Ougré quand je suis né, mais à ma naissance, ils ont monté en classe et se retrouvaient à Boncel, qui est un lieu où il y avait beaucoup à l'époque de champs de bois, donc je pouvais m'amuser beaucoup dans les champs, moi. C'était bien. J'avais quelques potes et j'étais gâté. J'étais gâté par mes parents. Voilà. Juste, généreux, et bon. J'ai de la chance. Et comment était le petit Marc? Oh, j'étais timide, moi. Oh là là, j'étais dans les jupes de ma mère. C'était terrible. Alors ça, j'ai dû travailler pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais j'étais quelqu'un d'assez... J'avais des potes, j'aimais les gens. Mais si je pouvais rester une journée chez moi, en jouant avec mes petits soldats, ou en m'inventant des histoires, à moi tout seul, c'était pas du tout un problème. Voilà, j'étais plutôt timide. Et tes parents, ils étaient aussi dans le monde du spectacle? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Mon papa a fait un tas de métiers dans sa vie. Il a commencé à travailler, il avait 14 ans. Mon père est né en 22 et il m'a eu assez tard. Donc c'est des gens, immigration italienne, mon papa s'est marié avec une Belge, ma maman, Van Zandberg. Et donc, mon papa a fait beaucoup de boulot à l'usine, peintre en bâtiment. Puis il a repris plus tard un café, il était commerçant, puis il en a fait. Et laitier, il était laitier, mon père. Il allait chez les gens apporter des bouteilles de lait et du beurre. Et puis il a terminé sa carrière en étant gérant d'un tiercé PMU, là, vous voyez. Voilà, ça ne l'a pas amusé beaucoup, non. Je pense que alors il a pris sa pension le plus tard possible, vers 68 ans, on l'a laissé jusqu'à 68, puis on lui a dit, monsieur Andreini, écoutez, allez, il est temps de partir maintenant. Et à 69 ans et demi, il était mort. Comme quoi, il n'a pas supporté sa mise en pension. Et ma maman, ma mère, une femme aimante. Il y a une adoration entre nous, c'était génial, quoi. Je l'ai perdu là maintenant, mais en 2022. Mais qu'est-ce qu'on s'est aimé avec ma mère. Oh là là, c'était bien. Vraiment quelqu'un de bien, ma mère. Beaucoup de valeurs que j'essaie de colporter aujourd'hui viennent d'elle. Voilà. Je pourrais en parler des heures, mais je vais m'arrêter là. Et comment est arrivé le monde du spectacle alors? Ah, ça c'est intéressant. Donc moi pendant mes années d'études, donc je faisais des études de kinésithérapie. Donc j'étais à l'université de Liège. Et voilà, c'est l'UNIF, il fallait travailler, il fallait étudier. J'ai pas une mémoire super, moi. Donc, et là, je rencontre pendant mes études un autre élève qui s'appelle Jean-Yves Girin. Et on s'entend bien pendant nos études, on se marre ensemble, on fait des soirées, etc. Et à la fin de nos études, Jean-Yves me demande, est-ce que Marc, ça te dirait de rejoindre une troupe, une petite troupe d'impro comme ça,
pas du tout professionnels, c'était des amateurs, mais qui étaient coachés par des professionnels. C'était la troupe improvisée à l'époque, qui était la plus connue des troupes. Il y avait Renaud Rutten d'ailleurs, avec Luc Lonton, Joël Mikils. Il y en avait d'autres, hein, mais... Et on a été coachés par des gens comme ça pour aller s'amuser. Et je pense qu'on s'est réellement découvert, Jean-Yves et moi, à ce moment-là. Et on a découvert surtout que l'impro et inventer des personnages, inventer des situations, se transformer en autre chose que ce qu'on est, c'était génial. Et on n'était pas mauvais l'un avec l'autre, à tel point que souvent le coach parce que on n'était pas que nous deux, avec Jean-Yves, on était une dizaine, et il devait nous dire, à Jean-Yves et à moi, les gars, s'il vous plaît, vous restez assis. Les autres, sinon, ils peuvent pas aller jouer. Donc on devait se contenir pour ne pas s'amuser ensemble. Et de là, on a créé un duo. Je vais le faire en résumé, parce que sinon ça prend des heures. Un duo pour faire des sketchs. On s'est dit, tiens, on va faire Rochefort. Mais on est en 1992, 3, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Et on fait des sketchs, c'était pas très bon. Mais voilà, on a commencé à prendre cette envie-là. Et voilà, à partir de là, c'est une passion qui ne nous a plus quittés. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît avec Jean-Yves et qu'on joue maintenant de manière professionnelle. Mais à l'époque, c'était amateur. Parlons justement de ton duo Les Indésirables, oui, qui a connu un grand succès avec plus de 2000 représentations. Oui, oui. Quel souvenir marquant gardes-tu de cette aventure ? Alors, avant les souvenirs, il y en a plein. Déjà, 30 ans de scène, ça fait beaucoup d'aventures ensemble, avec Jean-Yves. C'est surtout une histoire d'amitié. Ça, c'est une amitié mais indéfectible. Les milliers de kilomètres qu'on a fait ensemble, avec le matériel, le décor, la voiture, les trains, les avions, le matos, les prépas, les loges. Combien d'heures on a passé ensemble. Et on s'est amusé, mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. On s'amuse toujours d'ailleurs quand on se retrouve sur scène ou dans les loges. Au téléphone, j'avais tout à l'heure au téléphone, on a bien ri. Donc voilà, alors après des anecdotes, il y en a des milliers. Des blagues, on se fait beaucoup de blagues. On s'est toujours fait un tas de blagues, hors scène et même sur scène. Ça on était champions du monde pour essayer de s'attraper l'un l'autre sans que le public s'en rende compte de trop, en tout cas. Et voilà. Mais des bêtes blagues, hein, vraiment. Genre des boulettes dans les chaussures, une pelure de banane pour que l'autre glisse dessus. C'était vraiment des bêtises. Les coups de la tâche, ça on a fait combien de fois le coup de la tâche. Tu as aussi été gymnaste. Ah oui, oui. Et oui, c'est vrai. Tu intègres le mouvement, la danse, la chorégraphie dans ta méthode de création. Oui. Peux-tu nous dire un peu plus sur cette approche artistique ? Oui, alors ça, depuis très longtemps, effectivement, et justement parce que je suis adepte du mouvement moi-même, par les sports que j'ai faits, la gymnastique entre autres, mais il y a d'autres choses, mais c'est vrai que j'ai très vite intégré ça dans mon travail, que ce soit nous, Jean-Yves et moi, dans ce que l'on propose sur scène. Il y a des chorégraphies, il y a des cascades, ça virevolte, on fait des sauts périlleux au-dessus de l'autre. Alors aujourd'hui, non, c'est fini. Hein. Mais quand j'avais 25, 30, 35, même 40, si, on le faisait. Beaucoup de blessures d'ailleurs aussi. Et quand je travaille avec d'autres, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant. En gros, si je dois résumer, c'est au lieu de dire 3 phrases, est-ce qu'on ne peut pas juste faire un geste ou un regard, ou bien un étonnement, ou bien un mouvement. Et voilà, on parle de trop. Je parle déjà de trop, moi. Ouais, donc voilà. Ça fait vraiment partie de mon... Et les gens me prennent aussi parce que je travaille comme ça. Sur des spectacles très verbeux, qui sont très bien, mais je vais être moins efficace que sur un spectacle où il y a moyen d'apporter du travail sur le corps. Ma petite spécialité.
On continue ton parcours. Oui. Tu as collaboré à plus d'une vingtaine d'émissions de caméras cachées aussi. Ah oui. Sur les chaînes de RTL, de RTBF. Oui. Comment abordes-tu ce thème de performance et quelles sont les particularités de ce genre d'humour? Oui. Alors, ce qui m'a amené à ça, justement, c'est l'impro. C'est parce que ça demande... Voilà, pratiquer cet art-là de la caméra cachée, c'est particulier, déjà. Et il faut tellement être à l'écoute de tout ce qui se passe et de la moindre réaction de la personne qui est en face de soi ou de l'entourage ou un événement qui se produit. J'ai vécu des choses absolument incroyables et parfois effroyables d'ailleurs, mais il faut être prêt à tout en fait. Il faut être prêt à tout et il faut avoir une capacité de répartie que seule l'impro peut amener. Les gens qui font des caméras cachées, en général, ils sont bons en impro. C'est quasiment certain. Et quelqu'un qui n'est pas bon en impro, caméra cachée, il va vraiment avoir du mal. Ça va être un exercice beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Mais je suis bien amusé par contre. Hein. Ça oui. Tu es aussi metteur en scène et scénariste. Oui. Tu as développé des projets pour divers théâtres et collectifs. Oui. Comment choisis-tu les projets auxquels tu participes et qu'est-ce qui t'inspire dans ces collaborations? Oui, alors, encore une fois, alors, c'est assez bateau ce que je vais dire, mais c'est souvent des histoires d'amitié. C'est des gens qu'on a rencontrés ou qu'on connaît déjà, qui connaissent mon travail, je connais le leur. Et puis à un moment donné, on se rencontre de manière professionnelle, on se dit tiens, est-ce qu'on ne travaille pas ensemble sur un projet commun? Voilà comment ça se fait. Après, le prix, ce que ça coûte, etc. Bien sûr, on en discute, bien sûr, mais avant tout, c'est la personne. Voilà. Encore une fois, c'est bateau ce que je dis. Je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent comme moi. C'est pas nouveau, j'ai pas inventé ça du tout. Mais si je dois citer les personnes avec qui j'ai travaillé, je crois que je pourrais partir en vacances avec eux. Je pourrais avoir au moins un repas avec eux, c'est sûr, quoi. Ou aller jouer au tennis avec eux. C'est sûr que je peux faire un tas d'autres choses que travailler avec eux. Voilà. Je crois que c'est comme ça. Tu proposes également des formations axées sur le langage non-verbal et paraverbal en communication. Quelle est l'importance de ces aspects dans la performance scénique et dans la vie quotidienne? Oui, alors là, il y a une des règles d'ailleurs que j'apprends aux gens, beaucoup de gens la connaissent déjà, mais c'est que quand on s'adresse à quelqu'un, dans ce que la personne va recevoir, il y a après, si je vois les études, ça change pas, mais grossièrement, globalement, c'est 20% par les mots qui sont dits, donc le verbal, et 80% par le non-verbal. Donc, vous avez intérêt à maîtriser le non-verbal parce que ça dit tellement plus que ce que les mots disent. Hein, si je dis à quelqu'un, je sais pas, ma copine va me demande est-ce que tu m'aimes, Marc? Et je lui fais ouais, je t'aime, oui, ça va. Toi, je suis occupé là pour le moment, je suis en interview. C'est sûr que ça veut pas dire je t'aime. Ça veut dire je suis occupé, j'ai pas le temps, ça m'embête de te parler maintenant. Tout ce que vous voulez, mais ça veut pas dire je t'aime. Hein. Voilà. Si on dit toi, tu es une canille, tu m'emmerdes. Ça va, alors qu'on vient de dire je t'emmerde. Donc, et alors, dans le travail des comédiens, même quelqu'un qui prend la parole, qui doit dire beaucoup de mots, quelqu'un qui prend la parole pour présenter un projet par exemple, eh bien, moi je vais d'abord travailler comment il va être, comment son corps va être, comment il va se présenter, comment il va se tenir, comment il va sourire, comment il va... le ton qu'il va prendre, ça c'est pas du verbal le ton, c'est du non-verbal, du paraverbal. Donc le ton qu'il va prendre, est-ce qu'il y a du sourire dans ce que je dis, même au téléphone, on travaille avec des gens qui sont au téléphone, donc on ne les voit pas, eh bien on parvient à travailler le non-verbal au téléphone aussi. Donc c'est extrêmement important, travaillez votre non-verbal, c'est vraiment important. Tu es l'auteur de près de 20 spectacles et pièces de théâtre. Oui. Déjà, comment est-ce que tu pourrais définir ton travail à ce niveau-là? Est-ce que tu as un style particulier et où trouves-tu ton inspiration? Oui.
Alors, il paraît que j'ai un style. Alors, moi, je ne sais pas du tout. Faut pas... J'ai écrit, moi. Mais bon, il paraît que j'ai un style parce que c'est les autres qui me le disent. J'entends des gens qui me disent « Ah, j'ai été voir un spectacle, et puis j'ai été voir sur l'affiche, j'ai vu que c'est toi qui avais écrit. Je le sentais, je le savais. Il me semblait bien. J'ai été vérifié, j'ai vu que c'était toi, je le sentais. Ou bien j'ai reconnu ta patte. » Alors ça, quelque part, ça me fait plaisir, mais je ne m'en rends pas compte. Voilà, je ne sais pas du tout. Et alors, quand j'écris pour quelqu'un, c'est une obligation, il faut que la personne soit là. Encore une fois, on va passer du temps à manger ensemble, à discuter, à être chez moi ou chez lui. Des fois, je vais en France, travailler avec des Français, ils viennent chez moi, ou moi je vais chez eux, donc ça fait des voyages en plus, c'est sympa. Mais si la personne n'est pas là à côté de moi, ça ne marche pas. Il n'y aura pas un mot qui va sortir de mon bic, de ma plume. Rien. Une fois qu'il est là, il y a des choses qui se passent, et des fois il y a une idée, qui est proposée par la personne avec qui je travaille, et on parle d'un tas d'autres choses. Il y aura tout sauf cette idée-là. C'est juste autre chose qui est venue, mais par la rencontre, par ce qui s'est passé, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Des fois, des idées, je ne sais pas d'où elles viennent. Il paraît que c'est dans la noosphère, j'ai entendu ça, qu'elles sont là, les idées, qu'on les attrape ou pas. Voilà. Donc moi, j'ai une noosphère ça va, il y a du matos. Est-ce que tu as des thèmes particuliers qui t'intéressent, qui t'inspirent? Oui. Alors, les thèmes particuliers, c'est plutôt nos faiblesses. Qu'est-ce que j'aime, la faiblesse des humains? En tout cas, je ne dis pas que je les aime, mais si, je pense que j'ai fini par les aimer parce que c'est une source de créativité absolument phénoménale. Nos faiblesses d'humains, d'homme quand on est un homme, de femme quand on est une femme, ou d'humain quand on est un humain, simplement, face à tout ce qui nous arrive, face au monde, face à l'autre, nos petites cachotteries, nos lâchetés, les lâchetés, mais lâchetés déjà. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les spectacles, franchement, si les gens me connaissent un peu, ils me diront « ça c'est un peu toi, hein, oui, ça c'est un peu toi, ça peut toi », évidemment. Voilà, nos petites lâchetés quotidiennes, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Tu as récemment participé à des spectacles tels que Cadavre exquis et Hors service. Oui. Peux-tu nous parler de ces expériences et de ce qu'elles t'ont apporté? Oui, alors Cadavre exquis, c'est une demande de 2 comédiens français, Nantes et Paris, 2 jeunes, des bêtes en plus, des vrais excellents comédiens. Et là, ils m'ont demandé de faire la mise en scène c'est un exercice de style, le Cadavre exquis, où 6 auteurs ont écrit ensemble, mais en ne connaissant qu'une partie de ce que l'autre écrivait. En gros, ils écrivaient 3 faces, ils donnaient la dernière au 2e auteur, et ils n'avaient que ça, le 2e auteur, pour écrire 3 faces, et puis, hop, ils donnaient la dernière face au 3e auteur, etc., etc. Ils ont fait 2 tours comme ça. Donc ça fait 12. Donc ça a donné une écriture totalement absurde et qui partait dans tous les sens. C'était bizarre. Et moi, ils sont venus me chercher. Alors c'est très amusant. Ils se sont dit, pour trouver comment mettre ça en scène, il nous faut un Belge. C'est assez amusant de se dire, il faut un Belge pour ça. Parce qu'il faut une espèce de folie. Et donc, moi, quand j'ai lu, parce que je les aime bien, je les connaissais avant, j'avais déjà travaillé avec eux, et quand j'ai lu le résultat, je fais aïe, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et donc, j'ai vraiment dû. C'était un très très bon travail pour moi, parce que j'ai dû vraiment, justement, me mettre en danger, aller chercher des choses. Je n'ai pas pu aller dans ce que je connais avec eux. Et ça a donné quelque chose ce spectacle a gagné des prix. Il a été joué plein de fois à Avignon, il y va encore cette année, ça a été joué partout. C'est une espèce d'ovni comme ça, mais c'est bien d'être un ovni aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans les spectacles d'humour. Parfois on se dit, c'est chaque fois la même chose, mais là pas. Là, c'est sûr qu'on est face à quelque chose de tout à fait étonnant. Et les gens me disent, enfin pas à moi, mais ils disent aux comédiens, c'est qui a fait la mise en scène? Là, c'est un Belge, un petit Liégeois.
C'est bien. Et alors, pour le deuxième, c'est cadavre. C'est quoi le Hors service. Hors service, voilà. Oui, alors hors service aussi, c'est une commande de 2 comédiennes liégeoises aussi. Elles avaient envie d'un nouveau spectacle. Donc elles sont venues vers moi pour créer quelque chose qui se passait en vase clos. Et on a trouvé un ascenseur en panne. Et voilà, donc c'est comment tenir en haleine. Là, ce qui était intéressant, c'est comment tenir en haleine pendant 1h20 un public avec 2 personnes dans, je ne sais pas combien de mètres carrés, mais 2-3 mètres carrés, quoi, pas plus. Enfermés là-dedans. Et là, c'était très amusant de trouver des rebondissements où il n'y a rien, quoi. Il ne se passe rien normalement, hein. Il n'y a pas grand-chose dans un ascenseur. Donc là, c'était assez amusant. Et ça a bien marché, du coup, elles m'ont commandé la suite. Et là, elles viennent de jouer, ça s'appelle Les Citadines. Et là, elles ne sont pas enfermées dans un ascenseur, mais elles sont perdues au beau milieu de la forêt des Ardennes. Voilà, on a un peu changé. Mais elles sont quand même perdues et coincées. Finalement, Oui. c'est quoi être comédien? Être comédien, c'est être quelqu'un d'autre. Le temps de jouer. C'est jouer. C'est avant tout jouer. Moi, je me souviens que je devais faire attention avec mes enfants quand ils étaient plus petits, parce qu'ils me demandaient où j'allais, et je dis papa va jouer. Et même papa va jouer avec Jean-Yves. Et donc, je fais, mes enfants, comment ça? Enfin, oui, je me reprenais, je dis papa va travailler, mais au fond, c'est jouer. Donc pour moi, on garde la notion de l'enfant. C'est aller chercher ce que l'enfant est capable de faire, c'est être quelqu'un d'autre, prendre n'importe quoi et en faire un bâton devient un arc à flèche, avec allumé de la paix ou bien une baguette magique ou un fusil, peu importe. Mais et jouer, c'est ça. C'est ma part d'enfant, moi, que j'exploite. C'est bien. C'est bien. Peux-tu me résumer ta vie en 30 secondes? Je vais tenter ça. Alors, une enfance plutôt paisible, des parents et moi, des vacances à Rimini, des études très studieux, beaucoup d'études, je passais beaucoup de temps dans mon bureau à étudier, et puis la découverte d'un autre marque, qui est celui du spectacle, une famille aussi, 5 enfants en plus, une petite rouette en plus, là, avec famille d'accueil, des potes, beaucoup d'amis, de la chance. Top, c'est fini. Peux-tu nous parler de tes projets? Est-ce que tu en as pour le moment? Oui. Qu'est-ce que tu as sur le feu? Oui, alors il y a déjà Avignon, là, parce que j'ai 4 spectacles auxquels j'ai participé qui se retrouvent à Avignon cette année. C'est bien, 4 c'est beaucoup, hein. D'habitude il y en a 1 ou 2, mais là 4 c'est bien. Donc je vais aller faire un petit tour à Avignon. C'est bien. Là, je suis en écriture pour le moment pour un spectacle qui sera proposé dans les écoles. Première fois que je fais ça, c'est une demande aussi de Thomas Delvaux, qui est un excellent comédien qui va dans les écoles, qui propose des sujets de sensibilisation. Celui-ci est sur les écrans. Gros morceau. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le moment? Avignon et ça. Alors j'ai un spectacle qui tourne aussi pour le moment et qui va continuer à tourner à la rentrée. Ça s'appelle Avec mes gros sabots. Sur le milieu de la restauration. On fait des grandes salles avec ça. On est 5 comédiens. On s'amuse beaucoup. C'est très très chouette. Le public est hilar, donc je suis content. Et puis il y a la promotion de nouveaux spectacles Les Citadines, qui est là aussi. C'est déjà pas mal, hein. J'ai d'autres choses, hein, mais je sais plus. Si tu pouvais dîner avec un personnage de fiction, qui choisirais-tu? Personnage de fiction. De fiction. Oh là 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 là, quelle question compliquée alors là. Peut-être bien Guéluron.
parce que son papa, c'est Guéluron, c'est le chien qu'avait dessiné à l'époque Gottlieb. Et il y avait un humour totalement décalé chez Gottlieb. Voilà. Donc si c'est pas avec Gottlieb qui est décédé, peut-être avec un de ses personnages. Voilà. Imaginons que tu sois transporté dans l'univers d'un de tes spectacles. Lequel choisirais-tu et quel rôle y jouerais-tu? Je pense que je vais répondre de manière assez mécanique là, parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à ça, mais je pense que j'irais dans Le cheval qui murmurait à l'oreille des indésirables, qui est notre 3e spectacle, et qui parle de deux adultes qui retrouvent le grenier dans lequel ils jouaient quand ils étaient petits, avec un cheval à bascule qui parle, on l'entend parler, mais nous, adultes, on ne l'entend plus. Parce qu'on est devenu adulte, simplement, et lui, il essaye, pendant tout le spectacle, de nous ramener à cet univers de l'enfant. Et bon, c'est très délirant comme spectacle, c'est très visuel, très chorégraphié. Et je pense que j'ai une tendresse pour nos personnages à Jean-Yves et moi dans ce spectacle, parce qu'on oscille entre l'adulte, qui veut être intelligent, qui veut avoir réussi, qui veut avoir un statut, etc. Et l'enfant qui n'est pas loin, qui n'a qu'une envie, c'est aller dans le bac à sable et faire le fou. Donc, ouais, je pense que je retournerai là-dedans. Je peux vivre là-dedans tout le temps. Ça serait très bien. Vous avez gagné justement le prix Raymond DeVos avec ce spectacle. Oui, tout à fait. Et ça nous a vraiment... Déjà, ça nous a étonnés d'être choisis parmi tous les spectacles qui étaient dans le concours à l'époque, parce que c'est un spectacle très visuel. Il n'y a pas que ça, mais bien sûr, il y a du texte, il y a des situations, mais ça ne ressemble pas à ce que Raymond DeVos faisait. Il n'y a pas des jeux de mots, par exemple, ce genre de choses. Et donc on se demandait pourquoi, et en plus on a gagné le concours, on était encore plus étonnés. Et donc on leur a demandé, mais c'est bizarre quand même que ce soit nous qui gagnions ce type de prix. Et ils nous ont dit en fait que en fait, ils ne récompensaient pas tellement le travail sur le verbe, mais plutôt le travail sur l'émotion que pouvait donner un spectacle. Et c'est un spectacle très touchant en fait. Et tous les gens qui étaient là étaient touchés, ils ont ri, mais ils ont aussi pleuré. Et ça, c'est Raymond DeVos. Alors, ce qu'ils nous ont dit, c'est que Raymond DeVos, il vous aurait adoré, c'est sûr, quoi. Ils étaient totalement sûrs de ça. Et donc, ça, évidemment, ça fait plaisir, hein, ça c'est sûr. Donc, voilà, c'est assez amusant. Imaginons que tu puisses remonter dans le temps et te retrouver face à toi quand tu avais 10 ans. Oui. Qu'est-ce que tu te dirais? Alors, je me dirais d'abord, ça va aller. Ça va bien se passer, plutôt, pour toi. Ça, c'est une première chose. Il y aura des petits soucis, des gros, tout ce qu'on veut, la vie, mais... Et surtout, ce que je dirais, c'est ne t'inquiète pas, tu vas t'émanciper. Ça va aller mieux, tu vas t'ouvrir, tu vas aller vers les autres. Donc, ça va. Ça va bien se passer. C'est bien. As-tu un rituel particulier avant de monter sur scène? Pas spécialement. Il fut une époque où j'étais plus stressé que maintenant et je nettoyais. Je nettoyais avant que les gens rentrent évidemment dans la salle, mais je nettoyais, je prenais une brosse ou quoi, je nettoyais, j'arrangeais tout. C'est une manière de faire fuir la peur. Je m'occupais. Et Jean-Yves, lui, ce qui est marrant, c'est qu'il allait dormir. Même, il lui arrivait un quart d'heure avant de monter sur scène, dire je vais faire une sieste. Puis moi, ça me rendait fou. Mais non, t'es fou. Il va dormir, lui. Et non, il mettait son petit réveil, genre 5 minutes avant de commencer, et il dormait un quart d'heure, 10 minutes parfois. Et je me dis, mais comment fait-il? Moi pas, j'étais comme ça, et donc j'allais nettoyer. Voilà. Ou alors, quand j'étais stressé, c'était rare, mais ça m'arrivait de ne pas sentir je me dis, je sens pas bien, je sais pas pourquoi, il y a un truc. Et donc il m'arrivait d'aller
je montais sur scène, je demandais, avant le spectacle, je demandais au régisseur de me brancher le micro, et je discutais avec les gens qui arrivaient, voilà, avec les familles, petits gosses qui disaient « Ah, tu viens d'où ?» etc. Et je sais pas, moi, ça créait quelque chose, et ça allait mieux après. Voilà, sinon, pas grand-chose. Que 2-3 petites pompes, 2-3 petits étirements, ça oui. Surtout maintenant, parce que je commence à être raide. Quelle est la chose la plus étrange ou inattendue qui t'est arrivée en tant qu'artiste? Alors, il y en a plein, mais bon, je peux vous donner une anecdote assez étonnante l'univers est facétieux, ça c'est, voilà, c'est en ça que toutes ces anecdotes prennent leur place. Exemple, ça fait 7 ou 8 ans que je vais manger, qu'on se connaît avec Marc Carneval des Sabots d'Hélène. C'est un restaurant très connu à Liège. C'est un restaurant où tous les artistes vont, après le forum, etc. Des artistes très connus. Et voilà, Marc est connu pour ça. Et on se connaît très bien. Et on a un ami commun qui disait toujours « Mais vous devriez faire un truc ensemble, vous devriez... » Et nous on disait « Oui, on verra plus tard, oui, on verra plus tard, on verra plus tard. » Ça dure pendant 7 ans, plus ou moins, ça. En disant pourquoi pas, mais on verra. On a toujours 3000 choses à faire chacun de notre côté. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. Et je vois, c'est Marc des Sabots d'Hélène, Marc Carneval. Et je fais, tiens, allô Marc, il y a un petit temps. Et puis, il me dit, Marc, quand est-ce qu'on fait ce projet? Je me dis, ah, cette fois-ci, il le fait vraiment, il a cette volonté. Donc là, on dit oui, je dis oui à ça. Il faut dire oui quand les choses arrivent, ça c'est une première, ça c'est très important. Et donc je dis oui et on se voit et on commence à travailler. Et puis après on se dit tiens, ce serait bien d'avoir quelqu'un d'autre pour l'écriture, pour le jeu. On demande à Isabelle Aubène et puis après il y a d'autres comédiens qui viennent se greffer. Et on crée quelque chose d'abord pour 2 ou 3 dates parce que lui il est restaurateur. Et puis on nous le commente et ça fait, on a joué je ne sais pas combien de fois dans des grandes salles et ça fait un buzz, ça marche. Ce que j'apprends après, quand tout est en place, que tout est en train de se jouer, c'est qu'il me dit, tu sais Marc, que quand je t'ai téléphoné, il y a quelques temps là, au tout début, je fais oui, en fait je me suis trompé de numéro. Donc il s'était trompé de marque, il devait téléphoner à un autre marque, il ne fait pas attention, il entend ma voix et donc du coup il dit, oh, je vais dire ça quoi, je vais dire tiens, notre projet. Donc s'il ne se trompe pas ce jour-là de numéro, ça n'existe pas. Comme quoi, l'univers est facétieux, vraiment. Alors, il y a des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Une autre où l'univers est facétieux, c'est que moi, j'avais fait des caméras cachées, d'abord avec Jean-Yves, il y a très longtemps, pour RTL à l'époque, et je suis plusieurs années après avec ma compagne, qui est comédienne aussi, et elle a un casting pour la RTB, pour une nouvelle émission dont ils ne veulent pas trop parler, etc. Je dis, elle, c'est son premier casting, donc en tout cas de ce type-là. Et donc, je lui propose, je dis, si tu veux, je te conduis, parce qu'il faut aller à Bruxelles, tout ça, bon, ça peut trouver une place, etc. Mais je te conduis comme ça, tu ne te tracasses pas de ça, tu seras tranquille pour ton casting. Je rentre avec elle dans la boîte de production. Et là, je vois un tel que je connais. Je dis, hey, Marc, ah, tiens, tu es là, tiens. Et tu ah, t'es là, Hey, Marc, ah, tu viens pour le casting? Je dis, non, c'est pas moi. Et puis, je vois le réalisateur que je connais. Il fait, on a déjà travaillé ensemble. Il fait, ah, tu viens pour le... Je dis, non, je viens parce que j'accompagne ma compagne qui passe le casting. Mais fais-le. Je dis, mais non, attends, non, je suis pas prêt, enfin, je n'ai rien préparé. Je ne sais même pas pourquoi c'est. Ce sont des caméras cachées, Marc, tu en as déjà fait. Je dis, il me convainc, il me dit, allez, de toute façon, si ça, c'est pas grave, tu viens, tu restes 10 minutes avec nous, et puis bon, je le fais, ça marche, ça se passe super bien. Et ils me disent, Marc, c'est sûr qu'on te prend. Et là, mon angoisse, c'est si moi je suis pris et pas ma compagne. Là, je fais aïe, aïe, aïe. Et heureusement, elle était prise. Donc, tu vois, mais voilà, encore une fois, voilà, c'est le hasard des choses. C'est plus fort que tout. Quel est le compliment le plus surprenant que l'on t'ait fait sur ton travail?
Moi j'ai toujours du mal avec les compliments. Ça, c'est une première chose. C'est que souvent je suis évitant, moi. Je ne sais pas pourquoi. Ça vient sûrement de. Je ne sais pas de quoi. On ne va pas faire une psychanalyse ici. Mais de temps en temps, quand même, il y en a que je retiens. Et il y en a un qui était. C'était pour le spectacle Le Bain. Le Bain qui met en scène deux hommes dans une salle. Ils sont enfermés dans une. Enfin, ils se retrouvent à deux dans une salle de bain. Et donc, ça parle des hommes, bien sûr, de l'homme. C'est deux personnages très différents, qui est un peu hâbleur, etc., qui drague, etc., c'est Jean-Yves. Et moi, plutôt, j'ai peur de vieillir, je mets des pommades, j'ai une famille, etc., mais je suis un peu lâche, etc. Bon. Et je suis plutôt... beaucoup plus pudique que lui dans la pièce. Bref, il y a un metteur en scène et auteur qui a vu le spectacle, qui est venu dans les loges en pleurant et qui a dit mais les gars, mais vous m'avez retourné l'essence, qui dit purée, c'est tout ce qu'on veut voir des hommes, c'est toute leur faiblesse. Et alors il a dit un truc, c'est comme si vous aviez pris tous les poncifs sur les hommes, quand vous faites de l'humour, etc., les gros lourds, les machins, et vous avez retourné tout ça comme un doigt de gant. Et on est là, les tripes à l'air, en tant que spectateur, face aux hommes que nous sommes. Là, j'avoue que celui-là, je l'ai retenu. Si tu étais un animal? Oh, je vais pas trop loin, un chien, je suis fan. Si tu étais une couleur? Une couleur... Oh. Je sais pas du tout. Le noir, probablement, pour cette cage noire de la scène. Et puis c'est l'éclairage qui va faire tout. Donc, oui, d'abord un noir pour pouvoir le mettre en couleur. Waouh! C'est bien celui-là. Si tu étais un instrument de musique? Un instrument de musique? Mais je serais sûrement une guitare. Une guitare, aussi parce que Joël joue de la guitare et j'ai toujours été admiratif de ça. Et qu'il joue de la guitare quand on voit de l'impro. Donc on chante, on improvise en chantant avec lui à la guitare. Et je me dis très souvent, ça doit être bien de jouer de la guitare. Alors, je ne voudrais pas être sa guitare, parce qu'il serait comme ça sur moi, ça non. Mais ça, j'aurais des griffes partout, non. Si tu étais une saison? Oh, l'été, clairement. L'été, le soleil. Moi, je suis un homme du soleil. Je viens d'Ibiza, là. C'est plutôt encore un peu bronzé. Et je retourne en Crète, là, dans quelques jours, avec un ami comédien. Tu m'as dit que tu aimais bien cuisiner. Si tu étais un plat? Si j'étais un plat du Sud, un plat avec de l'huile d'olive, il y aurait sûrement de la tomate, un peu d'ail. Alors j'adore cuisiner, mais je pense que j'irais vers le plus simple. Un bout de pain grillé, un bon pain grillé, avec un tout petit peu d'ail, très peu, une très bonne huile d'olive, sel et poivre. Tout simple. Si tu étais un lieu réel ou imaginaire? Si j'étais un lieu... je serais une scène, je serais au théâtre. Lequel? Probablement... Un petit théâtre, je pense. Je serais un petit théâtre. Théâtre sans place, vous voyez? Des petites... pas trop grand, c'est le grand machin. Là, non. Je vais être proche... Je vais être une scène proche des gens. Ils sont là, je peux les toucher. Si tu étais un personnage historique? Si j'étais un personnage historique... Oh, sûrement un héros. Il paraît que les plus grands héros sont des lâches qui se sont oubliés pendant quelques secondes. Je sais pas, moi, Braveheart, un truc comme ça, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas le nom du personnage, Braveheart, mais Gibson, là-dedans, quoi. Si tu étais un super pouvoir?
Parce que j'aimerais bien être invisible. Et écouter... Oh, c'est pas bien ça. C'est vraiment pas bien ce que je veux dire, mais je pourrais écouter toutes les conversations, tout ce que les gens racontent en vrai, avoir la vérité, parce qu'on ne te voit pas. J'aimerais bien ça. Si tu étais un film, Si j'étais un film, l'aventure c'est l'aventure, je pense. Je dois expliquer pourquoi. Parce que je l'ai vu 15 fois peut-être, c'est une chose que je connais quasiment par cœur. Et puis, pour moi, c'est l'essence même de l'humour de cette époque-là. Et je peux le regarder aujourd'hui, je ne m'en lasse pas. Des comédiens, du vrai jeu. Et puis des mecs qui s'amusent, quoi, et qui improvisent un peu, c'est bien. J'adore ça. Ou alors, un deuxième film, c'est Sacré Graal, Monty Python. Voilà. improvisation ou texte écrit, Impro, comédie ou drame, comédie, scène ou caméra, scène, matin ou soir pour créer, matin, silence ou musique en fond, silence, solo ou collaboration, collaboration, papier ou numérique, numérique, public belge ou international, belge, réécriture obsessionnelle ou premier jet sacré, non, réécriture, café ou thé pendant l'écriture. café. Eh bien Marc, santé! Allez, à votre santé. Continuez à aller au spectacle. Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu. On refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les âmes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les tuiles s'envolent, à chaque échange, un bout de nous s'enroule. Un artiste murmure, un poète se confie, les rêves qui s'allument dans un souffle de vie. Un instant fragile, une parole offerte, des idées qui dansent, une flamme qui reste. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les âmes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les cris s'envolent, à chaque échange, un bout de nous s'enrôle. Un café qui fume, un vin qui s'attarde, les cœurs qui s'allument, les histoires qui tardent. Les heures s'effacent, les murs se brisent, sous les mots un cercle qu'un instant divise. Entre deux gorgées, les âmes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent et puis s'envolent. À chaque échange, un bout de nous s'envole. Oh, oh,